Je voudrais évidemment remercier Frédéric Abitbol et Axel Birbard pour voilà, la confiance qu'ils m'ont manifestée, pour cette très bonne idée d'avoir organisé ce colloque franco-allemand qui arrive vraiment à point nommé, puisque la directive de 2019, à peine est-elle adoptée, elle n'est même pas encore transposée dans l'ensemble des pays. L'encre n'est pas encore tout à fait sèche, que déjà la Commission européenne, représentée ici, envisage un nouveau texte, après 2 communications de 2020 et de 2021. Donc je crois que ce moment a été important et qu'on puisse échanger sur ce sujet. Et dans l'approche franco-allemande, tout au long de cette journée, était vraiment une très bonne chose. Donc merci pour cette initiative. Merci également à Robert Haenel, puisque nous avons travaillé ensemble. Vous connaissez, enfin, il y a une expression en français qui dit toujours que celui qui est flatté vit toujours au détriment de celui qui le flatte. Alors, je ne sais pas si c'est possible de le traduire en allemand. Celui qui est flatté vit au détriment de celui qui le flatte. Et Robert m'a dit, c'est beaucoup mieux que ce soit toi qui fasses la conclusion que moi. Tu feras ça beaucoup mieux que moi. Et bêtement, j'ai dit oui. Voilà. Et je m'en suis voulu pendant toute la journée parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites aujourd'hui que faire une conclusion d'un colloque aussi dense, c'est quasiment mission impossible. Mais je vais quand même tenter l'exercice. Et alors je sais que les Allemands se sont un petit peu moqués de nous tout au long de la journée parce qu'on avait trop de textes, trop de dispositifs. Et bien, ils vont pouvoir continuer ce soir parce que moi j'ai une conclusion en 7 points. Ouais. Donc vous voyez, c'est une maladie française dont on n'arrive pas à se corriger. Mais je vous rassure, je vais vraiment être très très bref sur chacun de ces points, d'autant plus qu'il y aura du côté français en tous les cas une contribution écrite, une publication des actes. Merci à Marie-Hélène de nous l'avoir proposé. Puis je veux surtout que vous ayez la possibilité d'entendre François-Xavier Bellamy, que je remercie voilà, d'être présent parmi nous ce soir. Alors, première question. J'ai essayé de résumer la conclusion à travers quelques questions voilà, qui se sont posées tout au long de cette journée. Première question, pourquoi l'Europe doit-elle s'occuper de ce sujet ? Ça a été très bien dit, notamment en introduction, par Frédéric Abitbol. Il y a un enjeu de souveraineté juridique, mais également d'émancipation de l'Europe, si on veut mettre les choses un peu en perspective et prendre un peu de hauteur de vue. Il y a une phrase qui a été prononcée qui me plaît beaucoup. On n'est pas une puissance économique aboutie, on n'est pas une puissance économique aboutie, si on n'est pas aussi une puissance juridique aboutie. Et on doit être une puissance juridique aboutie, et c'est l'une des grandes leçons moi, que je vais retirer de cette journée, parce qu'actuellement, bien qu'il y ait eu le Brexit, le poids de la City est toujours là dans le monde des affaires. Le poids du droit anglo-saxon qui impose ses standards, ça a été dit ce matin, le poids des cabinets également anglo-saxons. Et là, il y a un vrai sujet d'émancipation de l'Europe. Et on voit bien à travers tout ce qui se passe en ce moment. Je ne vais pas vous rappeler la guerre en Ukraine, mais sur tous les plans, je crois qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui d'émancipation de l'Europe. Il faut que nous prenions notre propre destinée en main, sur tous les plans, pas seulement sur le plan de la défense. Cet enjeu d'émancipation, il est essentiel, il était également rappelé par beaucoup d'autres tout au long de cette journée, notamment par Philippe Dupichot. Il y a également un enjeu pourquoi l'Europe doit-elle s'occuper de ce sujet ? Il y a également un enjeu de bon fonctionnement du marché unique européen. La Commission le dit très bien dans sa communication de 2020, il faut faciliter les investissements transfrontaliers. Et pour faciliter les investissements transfrontaliers, il faut une prévisibilité de la loi applicable pour les investisseurs, pour les créanciers et pour les dirigeants sociaux. Un droit européen de l'insolvabilité doit également permettre de réduire les coûts des opérations transfrontalières par une meilleure mesure des risques d'insolvabilité et des prêts non performants, doit permettre aussi, ça a été dit à plusieurs reprises, de réduire le risque de forum shopping. Un droit européen de l'insolvabilité doit aussi apporter la sécurité juridique dont on a besoin et aussi une cohérence dans le droit européen des affaires. Parce qu'on s'était trouvé au milieu des années 90 dans une situation complètement paradoxale où l'Europe avait beaucoup fait s'agissant de la création des entreprises, s'agissant de la vie des entreprises. La première directive date de 1968. Donc on avait une dizaine de directives pour le droit des sociétés, pour harmoniser les règles en matière comptable. Donc le droit européen s'était intéressé à la vie, à la création des entreprises, mais par contre, il n'y avait rien quand les entreprises rencontraient des difficultés. Et donc on ne marchait pas sur deux jambes. Il fallait rétablir les choses.
et c'est ce qui est en train d'être fait. Je dirais qu'il y a aussi un enjeu économique d'avenir, parce qu'il ne faut pas se le cacher, la crise Covid a fait que la dette des entreprises a explosé. Si on regarde le taux d'endettement des entreprises européennes du secteur privé, il est de 124,5% du PIB au niveau européen. Et la France, parce que, voilà, en raison des mesures qui ont été prises, a un taux qui est encore supérieur, qui est près de 150%. Il y a donc une fragilité des entreprises en Europe. Il y a un vrai risque. Et si vous ajoutez ça à la crise ukrainienne, alors certes, du fait, pendant la période du Covid, les États ont beaucoup aidé les entreprises, ce qui fait que le nombre de difficultés a mécaniquement baissé, mais on ne sait pas très bien ce qui nous arrive et ce qui est devant nous. Il faudra être sacrément costaud, outillé, solide, pas seulement au plan national, mais également au plan européen, pour justement accompagner les entreprises qui pourraient demain être en difficulté, du fait des circonstances que je viens de rappeler. Donc il y a là un enjeu aussi très important. Ça, c'était mon premier point. Donc vous voyez pourquoi l'Europe va-t-elle s'occuper de ces sujets? Elle a beaucoup de raisons de s'occuper de ces sujets. Deuxième sujet, pourquoi l'Europe a-t-elle pris autant de retard? Très rapidement, il y a des réticences politiques depuis toujours, parce que cette matière, elle est un peu particulière. Quand des entreprises, notamment des grandes entreprises, sont en difficulté, ce sont des emplois qui sont en jeu, ce sont des secteurs stratégiques qui sont en jeu, et les politiques, évidemment, sont extrêmement frileux et n'ont pas envie qu'à Bruxelles, quelqu'un décide du sort de leur entreprise, sachant qu'ils ont la pression des syndicats et de l'opinion publique. L'Europe a aussi pris beaucoup de retard parce que le droit à l'insolvabilité, il est au carrefour de beaucoup d'autres droits. En fait, quand vous tirez le fil du droit à l'insolvabilité, vous avez toute la pelote qui vient avec, le droit des sûretés, même le droit de la famille. Enfin, ça touche en fait à des branches du droit qui restent très nationales, d'où les difficultés qu'on a rencontrées. Des difficultés aussi autant politiques que juridiques, parce qu'il n'y a pas de modèle dans l'Union européenne, on l'a vu aujourd'hui, parce qu'il y a aussi une très grande diversité des droits au fond, mais pas seulement au fond, dans le rôle des tribunaux et des professionnels. C'était mon deuxième point. Le troisième point, comment l'Europe rattrape-t-elle son retard? Dans les années 90, on ne pouvait être plus que pessimiste, puisqu'on parlait, par exemple, j'ai noté quelques phrases de collègues universitaires français qui parlaient à propos du droit européen des entreprises en difficulté d'îlots de résistance. Et Laurent Sido, par exemple, en 1994, parlait, s'agissant de l'harmonisation, d'une tâche utopique. Bon. Heureusement, on n'en est plus là. L'Europe a largement rattrapé ce retard. Alors, s'agissant de rattraper son retard, là aussi, si on s'arrête juste 2 secondes et on prend un peu de hauteur, on aurait parfaitement pu faire le choix, comme aux États-Unis, d'une matière fédérale. Aux États-Unis, d'ailleurs, on est à front renversé, parce qu'aux États-Unis, le droit des sociétés est au niveau des États, mais le droit de la faillite est une matière fédérale. On aurait parfaitement pu, on aurait parfaitement pu, en Europe, faire le même choix et dire, voilà, on prend un règlement qui remplace l'ensemble des droits nationaux, on écrase tout, et puis on appliquera ce règlement comme aux États-Unis, il y a une règle au niveau fédéral. Ce n'est pas ce choix qui a été fait. On aurait pu aussi articuler un droit européen avec une harmonisation des droits nationaux, comme on le fait en droit des sociétés. En droit des sociétés, on fait les deux à la fois. On harmonise les droits nationaux, et puis en même temps, on crée un droit européen des sociétés. Ce n'est pas ce choix qui a été fait, c'est un autre chemin qui a été choisi. Ce chemin, c'était celui de la coordination et de l'harmonisation. Mais il faut en avoir simplement conscience. Il faut l'assumer et savoir si on le confirme et si on va au bout de ce choix. La coordination, à partir du règlement de 2000, révisé en 2015, l'harmonisation, alors ce qu'on a complètement oublié, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est que l'harmonisation, elle a commencé par de la soft law. Je vous invite par exemple à regarder les programmes BEST de la Commission européenne de 2000. 2000, 2001, 2002, la Commission commence à travailler sur ces sujets et elle essaye de faire se rapprocher les droits, mais voilà, par des instruments doux, souples, qui n'ont pas vraiment fonctionné ou pas suffisamment, d'où la méthode forte avec la directive de 2019. Alors pourquoi ce choix coordination et harmonisation? Je dirais que c'est à la fois le choix de l'histoire, parce que là aussi, si on regarde un peu en arrière, je crois que Philippe en a parlé ce matin, Philippe Pichot, en fait, au tout début, ce qui est devenu le règlement 2000, ça devait être une convention adoptée dans les années 60. Dès les années 60, il y a des groupes d'experts qui ont été faits, qui ont été créés
L'un d'entre eux a abouti à la Convention de Bruxelles, Bruxelles I, et on aurait pu avoir une convention en matière de faillite des entreprises dans les années 60. On n'y est pas arrivé pour plein de raisons, notamment le sujet des groupes de sociétés, enfin peu importe. On a abouti à un texte en 95 qui n'a pas pu être ratifié parce que certains États ne l'ont pas fait. Et donc, il a fallu attendre 2000 et règlement 2000, mais règlement 2000, ce n'est que l'aboutissement de ce qui avait été lancé dans les années 60. C'est pour ça qu'en fait, on a commencé par la coordination en réalité, et par le droit international privé. Et puis après, on a allumé la deuxième fusée, qui était celle de l'harmonisation. Et là aussi, pourquoi on n'a pas la même situation qu'en matière de droit des sociétés? Parce que tout simplement, la convergence est beaucoup plus facile à réaliser en droit des sociétés, par exemple, et il est plus facile de construire un outil ou des outils propres en droit des sociétés qu'en matière de droit des entreprises en difficulté. C'était mon troisième point. Le quatrième point, l'harmonisation. Quelles leçons tirer de la première directive? Donc merci à Marie-Hélène Moncelier-Bon, à Anna-Elisabeth DeVos et Andreas Spallinger pour leurs commentaires ce matin. Je dirais qu'à propos de la première directive, alors c'est très difficile parce que, encore une fois, elle n'est même pas transposée dans tous les pays. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle représente sans aucun doute des avancées. D'abord, une avancée sur l'idée même du rapprochement des droits. Puisqu'on a une première directive, il faut quand même, voilà, on l'a presque déjà oublié, mais c'est déjà en soi, enfin, c'est considérable. Laurent Sido, je le répète, 94, qui dit que l'harmonisation est une utopie. On a en 2019 une première directive. C'est quand même une sacrée victoire. On a débloqué le système. D'ailleurs, il y a un phénomène d'accélération maintenant. Philippe Dupichot disait que quand l'Europe s'empare d'un sujet, elle ne le lâche pas, et puis après, ça s'accélère. On est en plein dedans. C'est aussi une avancée parce que ça oblige chacun à s'interroger sur son propre droit. Parce que finalement, regardez le colloque qu'on a eu aujourd'hui, les échanges qu'on a eus, on a parlé de la directive, mais chacun a parlé de son propre droit. Ça oblige aussi à s'interroger sur son propre droit, à aller vers les autres. Voilà, c'est en soi déjà aussi une victoire. Et c'est un effet positif de cette directive. Pas forcément recherché, pas forcément conscient, mais cet effet, il est là également. Et puis ensuite, il y a aussi des évolutions concrètes. En France, les classes de créanciers, en Allemagne, les procédures préventives. Des lacunes peut-être, hein, j'ai entendu Anna-Elisabeth DeVos qui parlait par exemple des groupes de sociétés ce matin, c'était très intéressant parce qu'on a rarement parlé des lacunes, mais ça fait sans doute partie. Il reste des réserves que ce colloque aura permis de lever en partie. On a reproché à la directive le trop grand nombre d'options. Donc il n'y a pas que les Français qui mettent des options partout et des règles partout. 143 options dans la directive, c'était quand même pas... Avec le risque évidemment que finalement chacun prenne dans la directive ce qui l'intéresse et qu'il n'y ait pas d'harmonisation à la fin. On pouvait avoir cette crainte, certains l'avaient, hein, il y a eu beaucoup de commentaires à ce sujet. Finalement, cette crainte n'est pas confirmée. À l'issue de cette journée, on l'a entendu, finalement, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne ont levé les mêmes options. Donc finalement, voilà, les craintes qu'on pouvait avoir ne sont pas justifiées, en tous les cas, à l'issue de cette journée. Ensuite, on peut aussi craindre une transposition à minima, parce qu'il y a beaucoup de liberté laissée dans la directive et que chacun fasse le service minimum. En France, la transposition s'est faite à minima, sans aucun doute. Mais en fait, elle s'est faite à minima parce que, ça a été dit par Marie-Hélène, notamment Moncelier-Bon ce matin, parce que, quelque part, le droit français était celui qui, sur les procédures préventives, était le plus proche de la directive. Mais quand on regarde les Pays-Bas avaient une amorce dans la pratique de procédures préventives, ça les a obligés à structurer leurs procédures préventives. Et quant à l'Allemagne, c'est vrai que ça vous a obligé à faire évoluer votre droit et à vous ouvrir aux procédures préventives. Donc la transposition se fait de façon complètement différente dans chacun des pays, mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est le point d'arrivée. Et à l'arrivée, on a finalement des droits qui se sont considérablement rapprochés les uns des autres. Ce n'est pas le chemin qu'il faut regarder, c'est le point d'arrivée. Et de ce point de vue-là, les choses sont... Enfin, moi, je les ai trouvées très intéressantes aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses, j'imagine comme vous aussi. Je dirais simplement que sur ce point, c'est ce qui est ressorti de cette table ronde, c'est que, sans aucun doute, on manque de recul. Il y a très très peu d'affaires qui ont été rendues. On ne sait pas si les professionnels vont s'en emparer. On ne sait pas voilà, quel accueil véritablement
la transition étant faite, ces dispositifs vont recevoir dans les différents pays. On sera peut-être amené à se revoir, messieurs les présidents, si vous en êtes d'accord. On n'a pas épuisé le sujet. 5e question, quel modèle pour aller plus loin? Parce que finalement, on a fait le plus facile. Les règlements pour coordonner, dire quelle est la loi applicable, bon, il y a la difficulté des groupes, mais maintenant c'est réglé avec le règlement de 2015. Harmoniser les procédures préventives, le rebond. D'ailleurs, le Parlement européen, je pense que François-Xavier Lamy en parlera, mais c'est le premier en 2011 qui a enclenché les choses, d'ailleurs. S'il n'y avait pas eu la résolution du Parlement européen de novembre 2011, il n'y aurait peut-être pas eu la directive 2019. Là aussi, ne pas l'oublier. Mais on a mangé notre pain blanc, on a fait le plus facile. Maintenant, si on veut harmoniser les droits des procédures collectives au fond, on s'attaque à la partie la plus difficile. Ce qui nous oblige à nous interroger quant au modèle à choisir. Alors, il y a les modèles internationaux, il y a les travaux de la CNUTSI, ça a été évoqué tout au long de cette journée, mais il y a surtout les modèles nationaux. Alors, parmi ces modèles nationaux, même, faute parfois de voir émerger un modèle en Europe, on se tourne vers les États-Unis. On a parlé à plusieurs reprises du Chapter 11. Le droit aussi britannique, Scheme of Arrangement, on l'a entendu aussi ce matin, notamment les Pays-Bas, qui se sont aussi inspirés voilà, qui ont mixé ce système avec la directive. Voilà, bon, très bien, pourquoi pas. Reste le droit français et le droit allemand. Alors, il y a une belle défense du droit français par les juristes français aujourd'hui, quand même. Il faut quand même le saluer. Franchement, voilà, y compris Faïg Abitbol, qui a fait une rétrospective historique, mais magnifique, voilà. Et moi, j'ai trouvé très convaincant, mais malheureusement, je ne crois pas qu'on ait encore convaincu l'ensemble de nos interlocuteurs aujourd'hui, Frédéric. Et surtout, alors n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'acharnement thérapeutique en France. Ça a été dit à plusieurs reprises pour ceux qui ont fait des parallèles avec la médecine. Il n'empêche que pour Robert Haenel, le droit français, ça reste quand même l'enfer de Dante. Alors, je vois que la comparaison, c'était un choc pour moi quand même, mais je vais m'en remettre. Mais quant à Axel Birbar, qui gentiment nous a dit, mais il a dû partir, je crois, qu'il fallait 2 heures pour décrire le système des professionnels français et 3 minutes pour décrire le système allemand. Voilà. Donc il y a encore du travail pour convaincre nos amis allemands de la pertinence du système français. Mais tout comme ils ont aussi du travail pour nous convaincre de la pertinence de leur système. Donc là aussi, c'est une première journée, mais il en faudra peut-être encore d'autres. Mais j'ai quand même perçu que sur plusieurs points, les points de vue s'étaient rapprochés. Et surtout, je crois que on sera tous d'accord pour dire qu'il faut qu'on ne peut pas imposer un modèle national, en fait. Il faut dépasser les modèles nationaux pour construire un modèle européen. Et je reviens à la question de la souveraineté européenne et de la souveraineté juridique. Et c'est ça la tâche qui nous attend. Et c'est ça la tâche considérable qui pose sur les épaules de la Commission européenne. Construire un modèle qui ne soit pas le modèle américain, qui ne soit pas le modèle français, qui ne soit pas le modèle allemand, mais qui soit un modèle original. Et ça, c'est très important. Sans s'arrêter aux étiquettes, comme l'a dit Philippe Dupichot, regardez, il faut ouvrir le capot, regardez concrètement voilà, comment ça fonctionne, avec aussi l'importance du couple franco-allemand pour chercher ces points de convergence. Et à ce sujet, nous sommes invités, bien évidemment, à nous inscrire dans une initiative franco-allemande très importante, dont on a parlé aujourd'hui, qui est la conséquence du traité d'Aix-la-Chapelle, avec, cher Philippe Dupichot, le Code européen des affaires, le projet de code de l'insolvabilité. Et fort de ces travaux, d'autres travaux que nous pourrions mener ensemble, on peut contribuer à jeter les bases d'une plateforme commune. Et si Français et Allemands arrivent à jeter les bases d'une plateforme commune, derrière, ils pourront emmener l'ensemble de l'Europe avec eux et peut-être convaincre la Commission européenne qui nous écoute avec beaucoup d'attention. Je vous remercie d'ailleurs. Voilà, je vous remercie d'être resté et de nous écouter jusqu'à ce soir. Avec une double mise en garde, bien évidemment. La première, c'est qu'il ne faudrait pas, vu les difficultés à construire ce modèle, à fuir en multipliant les options. Alors je sais que ça s'est pas mal passé finalement pour la directive de 2019, mais
Le danger, ce serait effectivement de multiplier les options, ce qui fait qu'à la fin, on n'aurait rien changé. Ça, il y a un vrai danger. Après, un autre danger aussi, quand même, qui serait de ne toucher qu'aux plus grandes entreprises. Parce que là, pour le coup, par exemple, si le droit européen faisait le choix de favoriser les créanciers, s'agissant des grandes entreprises, on se trouvait par exemple en France avec un droit à deux vitesses. Les grandes entreprises, on aurait un droit qui irait dans un sens, et puis pour 90% des autres entreprises, un droit qui irait dans un autre sens. Et là, il y a un vrai danger. Voilà. Donc attention, là aussi, sur ce point, à ne pas faire n'importe quoi. Sixième point, j'ai promis à François-Xavier Bellamy qu'il pourrait prendre la parole à 45, donc je vais tenir. Quelles avancées possibles au fond dans une prochaine directive? Je vais passer très vite sur ces les deux derniers points, puisque vous avez écouté les tables rondes de cet après-midi. Bon, je salue le travail qui a été fait par la Commission européenne, 9 réunions d'experts, des études, une dizaine de sujets identifiés, avec, moi j'ai noté 8 points vraiment qui ont été débattus cet après-midi. Je les énumère simplement, je n'ai pas le temps de les développer. La question de la définition de l'insolvabilité, Andros Tachino en a notamment parlé. La question de la nullité de la période suspecte, un sujet important pour les Allemands, une question de réflexion pour nous. La question du classement des créanciers, sujet extrêmement sensible, notamment s'agissant des salariés, la question du rang du fisc. On a vu tout de suite que ça s'agitait cet après-midi autour de ces questions. La question des règles propres aux PME. La question évidemment des sessions pré-PAC. On a vu à la tribune, tout le monde n'était pas d'accord, cher Christophe Thévenot par exemple, que je salue aussi, et Jean-Luc Valens qui a dû nous quitter. La question de la production des créances aussi. La question du niveau de spécialisation des juges, la question de la responsabilité des dirigeants. Voilà, il y a 8 sujets là qui sont 8 beaux sujets sur la table, et on a vu tout de suite qu'il y avait des points de convergence, mais parfois aussi des petits points de divergence, donc, et du travail à faire pour rapprocher encore les points de vue. S'agissant, pour terminer, 7e point, de la question du statut des professionnels. Sujet annexe ou sujet central. Donc, je remercie ici Jean Baron, Emmanuel Ignacio, Ice Wallander, bien évidemment, et Axel Bisbar. Je dirais que pour moi, c'est une question centrale. Souvent, on détache la question du fond de la question des professionnels, de l'organisation judiciaire. On a complètement tort. Parce qu'en fait, tout est complètement imbriqué et mêlé. Et il faut avancer sur les deux plans à la fois. Si on veut être efficace, je sais que vous en êtes tout aussi convaincu que moi, mais si on s'attaque correct de fond, et si on ne change rien quant à la rôle des professionnels et quant à la place du juge, évidemment à la place des créanciers, en fait, les réformes de fond, elles ne seront pas appliquées dans un certain nombre de pays. Donc il faut vraiment arriver à mener, pour moi, les deux sujets de fond et les mettre sur le même plan, pas l'un après l'autre, pas l'un au-dessus de l'autre. Donc ces questions, elles sont essentielles, c'est important qu'on les aborde à l'occasion de ces dernières tables rondes, sachant que l'idée fait quand même son chemin, on n'en est pas au début. La CNUTSI a travaillé sur le rapprochement du statut des professionnels. La résolution du Parlement européen de 2011 évoquait cette question. Le règlement de 2015 évoque aussi cette question du statut des professionnels. Donc des choses ont déjà avancé sur ce point. La question, c'est de savoir si on peut aller plus loin et si on peut là aussi construire un modèle qui nous soit propre. Moi, j'en suis absolument convaincu. Et je salue le travail qui a été fait à l'occasion de la dernière table ronde et les points de convergence et de divergence qui ont été soulignés, sur lesquels je ne reviens pas. En conclusion de la conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que la crise sanitaire, la crise du Covid, la crise sanitaire et la crise ukrainienne nous montrent deux choses. La première, c'est qu'on a besoin non pas de moins d'Europe, mais de plus d'Europe. Et je crois que de ce point de vue, les mentalités ont changé en très peu de temps. On est passé du Brexit à des demandes d'adhésion à l'Union européenne qui nous protège. Deuxième leçon, peut-être qu'il faut tirer de la crise actuelle et de ce que l'on vient de vivre, qu'il s'agisse du Covid ou de l'Ukraine, c'est que cette Europe, elle reste à construire sur de très nombreux plans. Voilà. Elle reste à construire. Il faut construire une souveraineté européenne sur tous les plans, y compris au plan juridique.
S'agissant de construire l'Europe et cette souveraineté européenne qu'on appelle de nos voeux, il y a, moi j'en suis convaincu depuis toujours, une responsabilité particulière de la France et de l'Allemagne, pour reprendre l'expression de Frédéric Abitbol, pour donner du sens à l'Europe, pour refondre le logiciel européen, et dans notre matière, bien évidemment, pour construire cette plateforme commune et ce droit européen de la solvabilité qu'on appelle tous de nos voeux. Cette première réunion à Bruxelles, parce que c'est la première fois, les officiels français et allemands s'étaient déjà rencontrés, mais c'est la première fois qu'ils se rencontrent à Bruxelles. Ça a été salué ce matin, et j'en profite pour remercier Alain Damé voilà, et Judith Berg, mais sans lesquels, évidemment, nous ne serions pas là. Et merci à toi, Alain, c'était très agréable de travailler avec toi et d'avoir en soutien de tout ce que nous avons pu faire. Cette première réunion à Bruxelles donc, est un point de départ plus qu'un point d'arrivée. Et pour terminer, je voudrais reprendre une phrase de Konrad Adenauer. Konrad Adenauer qui a tant fait, vous le savez, pour, avec le général de Gaulle, la réconciliation entre nos deux pays et pour jeter les bases d'une Europe prospère et en paix. Cette phrase, elle me plaît beaucoup. Elle est très courte. Je vais la dire en français et ensuite je vais essayer de la dire en allemand. Alors, en français, personne ne peut nous empêcher de devenir plus intelligents. Réfléchissez à ça. Personne ne peut nous empêcher de devenir plus intelligents. Alors, en allemand, niemand kann uns daran hindern, klüger zu werden. Merci beaucoup, vielen Dank. Guten Abend. Es ist eine große Ehre, Sie zu treffen, aber es tut mir leid, dass ich muss meine deutsche Unterricht wieder lernen. Also, ich werde Französisch sprechen. Pour vous remercier de votre accueil, remercier Daniel qui me fait la grande amitié de m'avoir associé à ce moment important, je crois, ce moment qui, sans aucun doute, aura permis de nous rendre plus intelligents, dans un moment où l'intelligence collective n'est pas toujours à l'honneur. Et je crois que c'est important qu'au fond, le projet européen vive à travers ce travail patient de construction toujours en cours et toujours en chantier de ce qui nous rapproche et de ce qui peut nous réunir. Je crois que nous partageons ce moment aujourd'hui à Bruxelles dans un contexte très particulier. Je suis très heureux que vous soyez ici, tout près du Parlement européen dont j'arrive cet après-midi. Et au moment où les chefs d'État, de gouvernement se sont réunis, nous voyons bien que nous avons beaucoup à faire pour continuer de renforcer cette Europe à laquelle nous croyons et dont nous avons sans aucun doute plus que jamais besoin. Alors pour ma part, je ne prétendrai pas avoir quoi que ce soit à vous apprendre sur la matière que vous avez travaillée tout au long de la journée. Je suis professeur de philosophie de métier. Je suis même la seule personne de toute ma famille qui ne soit pas juriste. Donc c'est une sorte de revanche psychologique de pouvoir m'exprimer devant vous. Et j'en ferai état, bien sûr, ce week-end en essayant de montrer à tous ceux qui m'entourent que je n'ai pas manqué mon existence faute d'avoir fait du droit. Mais quelques mots seulement pour vous dire l'enjeu que je peux percevoir de mon poste d'observation au Parlement européen, l'enjeu de ce travail que vous avez mené tout au long de la journée, de ce travail qui dure depuis des années mais qui va rentrer dans sa phase la plus importante, comme Daniel Fasquelle le rappelait à l'instant. Le premier enjeu, bien sûr, est économique. Le droit, et notamment le droit des entreprises en difficulté, est fondamental pour créer de la confiance. Et pour le marché unique, il y a un enjeu interne absolument décisif, un enjeu de robustesse, un enjeu de résilience, pour reprendre des termes que nous avons longuement entendus à l'occasion, par exemple, de la crise du coronavirus. Cette nécessité d'augmenter la résilience, la solidité de notre marché unique, nous la constatons tous les jours. Et le droit des entreprises en difficulté fait intrinsèquement partie de cette solidité de notre marché. Nous croyons souvent que ce marché est un acquis. C'est pour partie vrai, mais c'est pour partie aussi se tromper sur le chemin qui reste à faire pour contribuer à l'intégration accomplie de ce marché dont nous héritons,
de ce marché qui a été sans aucun doute la première conquête de nos aînés et le premier lieu de la réconciliation européenne, parce que en partageant ce marché, en créant les conditions de cette confiance partagée, eh bien, nous avons vu la France, l'Allemagne, tous les pays européens se rapprocher vers une ère de prospérité collective. Et donc il y a là, évidemment, du point de vue interne au marché unique, nous le savons bien, quand une entreprise se développe, quand elle va chercher des clients au-delà des frontières de son pays, quand elle va se déployer sur le marché unique, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de cette sécurité juridique que tu évoquais, Daniel, elle a besoin de la transparence, de la lisibilité, et le marché unique a pour promesse d'apporter ces éléments de lisibilité, de transparence, de clarté. Et sur le sujet du droit des entreprises en difficulté, il y a encore du chemin à faire. Et puis il y a bien sûr un sujet externe pour le marché unique, un sujet de compétitivité, un sujet d'attractivité. Nous voyons que le droit est aussi un lieu où se joue cette dimension de concurrence, cette dimension de compétitivité. Et pour des entreprises extérieures, cette fois-ci, à notre marché, qui voudraient s'implanter en Europe, il est absolument décisif que nous puissions créer les conditions, là encore, d'une forme de confiance et de sécurité, de lisibilité. Et c'est sur cet aspect-là de compétitivité que le droit que vous travaillez joue un rôle absolument essentiel. Mais au-delà de cet enjeu économique que vous connaissez mieux que moi, il me semble qu'il y a un enjeu qui nous relie tous, non pas seulement comme professionnels, mais aussi comme citoyens, qui est la dimension proprement politique du travail que représente le projet que vous avez évoqué tout au long de cette journée. Daniel le rappelait dans sa conclusion, et je crois que c'est certainement un élément essentiel à prendre en considération, en particulier dans le contexte actuel. Nous sommes aujourd'hui dans une bataille mondiale pour imposer notre capacité d'agir sur le monde qui nous entoure, de ne pas seulement subir ce qui nous sera dicté par des puissances extérieures. Et nous le voyons très bien, cette bataille, elle se joue aujourd'hui dans notre relation avec la Russie, elle se joue aussi, y compris avec nos amis, avec nos alliés. Je pense bien sûr au monde anglo-saxon. Les Américains, les Britanniques sont bien sûr nos alliés, mais ils ne doivent pas devenir nos suzerains, et nous ne devons pas être leurs vassaux. Et de ce point de vue-là, il est absolument central que nous puissions faire valoir notre propre modèle en particulier juridique. Nous ne parlons aujourd'hui dans les institutions européennes que de ce travail essentiel qui nous attend pour l'autonomie stratégique des pays européens. Et nous en parlons, je suis en commission de l'industrie, par exemple, du point de vue de l'industrie, du point de vue de l'énergie, nous en parlons du point de vue de l'alimentation, nous en parlons même du point de vue des services. Comment serons-nous capables demain de construire cette capacité de notre continent d'assurer les biens nécessaires à notre souveraineté collective? Eh bien, ceci vaut aussi pour le droit. Et je retiens ce que disait Daniel Fasquelle à l'instant, nous avons besoin, si nous voulons pouvoir garantir cette autonomie européenne, nous avons besoin d'un système juridique fort, nous avons besoin de développer notre propre modèle juridique, de ne pas devenir la périphérie du droit anglo-saxon, de ne pas nous installer dans les marges du travail des cabinets anglo-saxons. Encore une fois, nous ne devons pas regarder le monde comme étant plat. Il y a dans ce monde des alliés. Nous avons, avec les grandes démocraties qui nous soutiennent et que nous voulons soutenir dans le monde qui nous entoure, des proximités indispensables. Mais c'est aussi un service à rendre à la stabilité du monde de demain que de pouvoir lui offrir la singularité de ce modèle continental. Et de ce point de vue-là, je crois que nous avons un enjeu commun dans nos disciplines universitaires. Il y a un sujet pour le droit continental, il y a un sujet aussi pour la philosophie continentale, comme pour la philosophie dans son rapport à la philosophie anglo-saxonne. Et je pense que travailler à cultiver notre propre modèle, c'est rendre service à l'équilibre du monde de demain, et c'est garantir notre souveraineté ensemble. Et il me semble qu'il y a là un défi qui est évidemment passionnant, un défi qui fait pleinement partie de ce débat actuel sur l'autonomie stratégique européenne, un défi pour garantir que demain, l'Europe ne sera pas seulement une périphérie, une dépendance de ceux qui écriront à notre place le destin du monde, et ceci, nous le savons bien, se fait en particulier par le droit. Lorsque j'ai, à la fin de mon lycée,
formé le projet étonnant de vouloir étudier la philosophie. Tous mes oncles, parents, cousins, frères se sont réunis autour de moi et m'ont dit mais que vas-tu faire? Voyons, je leur ai dit je voudrais tenter de comprendre le monde. La philosophie permet de comprendre le monde. Et tous m'ont répondu mais bien sûr que non. Seul le droit permet de comprendre le monde. Et je crois qu'ils n'avaient pas tort. Et de fait, si nous voulons pouvoir écrire notre histoire, eh bien, il faut aussi que par le droit, nous soyons capables de développer notre propre modèle, pour reprendre le terme qui était évoqué dans cette conclusion à l'instant. Et il me semble que c'est là quelque chose qui peut être au cœur du dialogue franco-allemand aujourd'hui, et ce sera mon dernier point. J'ai compris que les Français faisaient trop de points dans leurs interventions, je me bornerai donc à ces 3 points très brefs. Vous dire à quel point, au fond, c'est un enjeu pour le dialogue qui rapproche nos 2 pays. Bien sûr, l'Europe est constituée de 27 États membres et la France et l'Allemagne ne peuvent prétendre à eux deux constituer la totalité du débat européen. Et pourtant, nous le savons bien, l'Allemagne et la France, dans leur proximité, dans leur capacité d'entraînement, peuvent continuer de jouer un rôle moteur dans les étapes qui viendront du projet européen. Daniel Fasquelle rappelait la date importante de 2019, le traité d'Aix-la-Chapelle, qui a mis la question de ce droit commercial au cœur des chantiers que nous devions travailler ensemble, que nos 2 pays devaient travailler. Et je crois qu'aujourd'hui, comme hier, l'Europe doit pouvoir compter sur l'intelligence de ce travail, sur la confiance qui lui est nécessaire pour pouvoir trouver dans le lien franco-allemand cette capacité d'entraînement. Cela ne veut pas dire que nous n'ayons que des convergences à partager. Nous avons des différences, nous avons des singularités. C'est la richesse du modèle européen, uni dans la diversité. Nous avons cette capacité de mettre en commun ce qui parfois nous distingue. Et lorsque nous parlons notamment de solvabilité, lorsque nous parlons de dette, il est très facile de voir que nos pays ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde et que nous avons beaucoup à échanger pour pouvoir rapprocher nos points de vue. Il n'en reste pas moins qu'à travers précisément ce dialogue se joue quelque chose d'essentiel pour l'avenir de toute l'Europe. Je termine en vous assurant que le Parlement européen s'engagera pleinement dans ce travail. Daniel Fasquelle le rappelait. La résolution de 2011 du Parlement européen a été un moment important. Cette résolution que j'ai relue en préparant cette rencontre avait quelque chose de très singulier en ce qu'elle contenait des préconisations extrêmement précises. Nous votons beaucoup de résolutions ici au Parlement, mais peu ont une telle portée et peu, je crois, avec une telle ambition. Dans cette résolution de 2011, il y avait les bases de ce travail qui est en train de se poursuivre ici. Et le Parlement européen a également travaillé à amender la directive de 2019 et s'est fortement engagé dans cet effort. Et de la même manière, il continuera de s'impliquer avec autant d'énergie dans l'accompagnement de cette recherche que vous avez partagée aujourd'hui pour qu'elle puisse déboucher sur des résultats concrets à travers le nouveau projet de directive qui vous a été présenté, qui nous a été présenté tout à l'heure et que bien sûr nous ne manquons pas de suivre avec une très grande attention en écoutant les professionnels du droit, car c'est vous qui pouvez nous dire, avec le regard que vous aurez cultivé ensemble, ce que nous pouvons faire, ce que nous avons à faire pour tenter de rendre service aux professionnels qui servent le droit et la justice à l'intérieur de nos pays et dans l'Europe tout entière. Merci encore infiniment en tous les cas pour votre accueil, merci pour votre invitation et bravo pour ce travail qui est absolument essentiel. Merci.